Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui, on est avec Victor Lerat qui est de la team Cozy. C'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a de ça assez longtemps maintenant. Les premiers échanges c'était quand j'étais encore à Malte parce que j'étais assez ami si je ne m'abuse avec Romain Micula qui était mon ancien manager. Et donc on avait commencé à échanger un petit peu à l'époque, c'était cool. On a rééchangé récemment pas mal parce que j'ai produit du contenu pour vous chez Reactor. Après qu'on se soit revu en fait après ne pas du pendant quelques temps, on s'est revu à Annecy Web, plutôt cool. Et donc aujourd'hui, on est là pour discuter un peu du modèle de l'agence SEO, d'être prestataire de services SEO et de disséquer un peu voilà, ce que vous avez fait avec Cozy, etc. Il y a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes pour vous et vous êtes un peu un alien pour le coup dans l'écosystème des agences. Donc on va pouvoir en discuter. Mais avant tout, est-ce que tu vas bien, Victor? Eh beh, écoute, on est lundi matin, il est assez tôt, mais bientôt les vacances, donc non, ça va, tout roule. Je t'ai pris à la fraîche avant que tes clients te sautent dessus. C'est ça. Euh, euh, la première chose que je vais évoquer, c'est que Cozy, vous avez quand même un modèle particulier parce que si je ne m'abuse, vous êtes 4 cofondateurs. Comment est-ce qu'on se retrouve à monter une agence comme ça, SEO entre guillemets, avec 4 cofondateurs au lieu de chacun avoir son agence, etc. Comment est-ce que ça s'est lancé pour être 4 comme ça à 25% potentiellement? Je ne sais même pas comment est-ce que vous êtes structuré, mais j'ai l'impression que c'est comme ça que vous êtes. Yes, c'est exactement ça, on est à 25. À la base, on était 3. On a monté ça en 2017 avec, Laura et Virginie. C'est un peu un croisement, chemin de vie, un peu un hasard aussi, coup de bol, on peut appeler ça comme on veut, mais je pense qu'on avait fait le tour, chacun de notre côté sur, le milieu de l'agence, le milieu du freelance ou le milieu, chez l'annonceur, notamment pour Laura. Et on avait envie de créer quelque chose qui nous ressemble, donc on l'a lancé. En 2017, un peu fou, avec des objectifs qui étaient un peu fous aussi, mais on pourra en reparler. Et puis en 2018, il y a Maxime qui nous a rejoint, ce qui a permis de stabiliser un petit peu. Autant le trio était assez difficile à gérer, autant à 4, on trouve ça en tout cas plus facile pour nous. Et c'est vrai qu'on a un modèle assez particulier parce qu'on a décidé de ne pas recruter, en tout cas sur l'agence Cozy, et on est 4 cofondateurs, 4 associés, et on est 4 au total. Donc effectivement, c'est un modèle assez particulier parce que ça, à la fois, ça nous oblige à produire en tant qu'associé et cofondateur, mais ça nous empêche de grandir éternellement. Donc ouais, c'est assez particulier comme modèle. J'ai 1 million de questions hein, vis-à-vis de ça, comme tu t'en doutes. Euh, Premièrement, est-ce que vous avez split les rôles plus ou moins par dominance? Parce qu'en gros, je sais que tu vois sur le format agence, tu as quand même euh, toute une grosse partie qui est le marketing, la génération de demandes, etc. Une bonne partie commerce, relations clients, une bonne partie dans l'opérationnel. Est-ce que vous avez split un peu ces rôles-là? Et du coup, vous avez chacun un peu votre spécialité qui fait que vous tournez. Et j'ai aussi un peu envie de te demander, il y a peut-être pas forcément, c'est peut-être pas forcément le cas, mais est-ce que au final, vous avez vraiment un modèle qui est si différent d'un collectif de freelance, quoi? Je pense qu'on se rapproche certainement plus d'un collectif de freelance que d'une agence. Je pense qu'on a regroupé les 2 mondes, avec, ses avantages et ses inconvénients. Pour répondre à ta question, c'est assez tranché effectivement, et c'est marqué sur les 2 aspects. C'est-à-dire que sur l'aspect métier, on a déjà des appétences, peut-être moi un petit peu plus sur la partie technique, Laura sur la partie marketing communication, Maxime sur de la data, et du SEO, il vient du milieu du SEO à la base, et puis, Virginie sur des aspects plutôt rédactionnels, qualité. Et en fait, on le retrouve aussi, ce split, dans le rôle d'associé. Laura va continuer d'être sur, le développement de la marque, de la communication et du marketing. Moi, j'ai une casquette, on va dire, de développement et de comptabilité aussi. Je m'occupe pas mal de la partie, compta. Maxime est beaucoup aussi sur la partie, finance juridique, et aujourd'hui un petit peu sur la partie, RH, et Virginie sur la partie, nous on la nomme, chez nous en interne comme la responsable qualité. C'est elle qui revérifie tout, à la fin pour s'assurer que ce qui sort, est au niveau de ce qu'on attend, quoi. Ok, ok, ok. Ouais, c'est super intéressant. Bah, c'est vrai que, en fait, tu as les avantages et les inconvénients d'être à 4, dans le sens où tu commences déjà à avoir une certaine taille d'échelle, en fait, quand tu es 4 et que tu dois sortir plus ou moins 4 salaires. Et du coup, forcément, tu as des problématiques de compta, des problématiques un peu juridiques et tout qui commencent à se pointer. Et c'est vrai que, ouais, du coup, tu as besoin un peu de ces rôles support aussi. C'est cool. Qu'est-ce que c'est En gros, vous vous êtes lancé à 4.
Vous étiez, je suppose que vous deviez 2-3 sortir un peu de l'agence, avoir un peu des connaissances clients, un peu de network, un peu de portefeuille client déjà. Qu'est-ce qui fait que en fait vous avez ces gros objectifs? Qu'est-ce qui fait que vous avez cette grosse croissance au début? Comment ça se passe au début pour créer de l'attraction à 4 comme ça dans un collectif? Ouais. Alors il s'avère que moi j'étais déjà en freelance, donc j'avais déjà, un portefeuille client qui était pas négligeable et j'avais, 2-3 clients, on va dire, que j'avais pas forcément activés à 100 par, manque de temps ou par, manque de compétences sur certains sujets. Et le fait que, je m'associe à Laura et Virginie, on a pu se développer assez rapidement avec ces 2-3 premiers clients qui ont clairement porté le navire au début. Et on a pu avoir des gros contrats, proches de 100 000 €, tu vois, dès le début. Donc forcément ça lance la machine et derrière, tu sais qu'avec un peu de com, nous on a beaucoup été sur des événements, on a beaucoup participé d'abord en tant que bénévole ou juste acteur, et puis derrière on a, donné des conférences à droite à gauche et c'est ce qui nous a permis d'avoir ces premiers clients. Donc en fait, très rapidement, on a eu un portefeuille client qui était largement suffisant, par rapport à la taille où on était, qui était de 3 associés. Mais clairement, oui, je pense que le fait d'avoir un 1er portefeuille client, un peu de noto, tu vois? On a récupéré très vite, l'ancien boss de Laura, donc forcément, en fait, heu, par le réseau, par le network, comme tu dis, on a réussi à attirer, les clients qu'il nous fallait pour pouvoir, au début, vivre. Laura était aussi en chômage ou en tout cas, elle était, avec Pôle emploi, donc en fait, on a aussi pu se lancer, de manière, enfin, sans trop dépenser. On n'avait pas les salaires qu'on avait aujourd'hui, on n'avait pas les charges qu'on avait aujourd'hui et forcément, c'était plus simple, donc on faisait pas le même chiffre d'affaires aussi, et on prenait, quasiment, 100 des clients qui venaient à nous, en tout cas des prospects qui venaient à nous, donc l'idée, c'était de grandir, le plus rapidement possible, de voir ce qui nous plaisait aussi. Ça, c'était important de se dire, «OK, on prend ces clients-là, on teste, on fait des choses et on voit là où on est bon, là où on est peut-être un peu moins bon et finalement, sur quel client on a le plus de valeur ajoutée». Et c'est ça qui a fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui. On en parlera certainement après, mais on fait plus du tout la même chose que ce qu'on faisait avant. Autant avant, clairement, oui, on faisait, du SEO pur, avec des prestats SEO purs. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Mais en même temps, c'est normal, ça fait 7 ans qu'on existe. On a évolué aussi nous avec, l'expérience, les compétences et les projets clients qu'on a vu passer et on s'est rendu compte de petites choses et on a du coup un petit peu évolué, à la fois nous en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que, faiseur ou, producteur de produits, enfin de services SEO et aussi en tant qu'entrepreneur avec, différentes sociétés qui font qu'on en est là aujourd'hui, quoi. Parce que il y a un moment, fallait qu'on en parle aussi parce que vous avez lancé Alpi Formation, du coup, c'est ça? J'ai cru comprendre, du coup, tous les 4, vous avez lancé cette marketplace, si on peut l'appeler comme ça. Hem, Si j'ai compris le produit, c'est une marketplace de formation, autour du digital, grosso modo, qui sont des formations en présentiel en général ou, peut-être un peu en offline aussi. Mais j'ai l'impression que c'est quand même plus un format présentiel. Et vous êtes, en gros certifié, OPCO ou quelque chose comme ça et du coup les boîtes peuvent vous prendre des formats, quoi. C'est le produit, c'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, on s'est associé, encore une fois. On n'a pas fait les choses tout seul. On est associé avec une autre société qui s'appelle, Up by Web. Ils sont, 2 en interne. Ce qui fait qu'en tout, on est, 6 associés, mais c'est les sociétés qui portent l'association. En gros, nous, notre idée, c'était de se dire, souvent, ce qui bloque en interne, c'est les compétences chez les équipes ou en tout cas l'aisance que les équipes vont pouvoir, mettre en place, les projets en interne. Donc on s'est dit qu'il fallait, faire monter en compétences les équipes, et pour ça, la formation, c'est ce qui nous paraissait le plus adapté. Donc on a monté, un organisme de formation, sur tous les métiers du marketing digital avec un réseau, d'indépendants, sur toute la France. Donc les formations peuvent être en présentiel, en distanciel, en ce qu'on appelle inter-entreprise, donc c'est, un groupe de plusieurs personnes, d'entreprises différentes qui pourraient venir, en intra-entreprise, avec du sur-mesure pour les entreprises directement. Mais ça peut être aussi sous des formats coaching, sous des formats, e-learning, aujourd'hui, blend learning et cetera et cetera. L'idée, c'était de couvrir vraiment tous les formats possibles
sur toutes les verticales possibles du marketing digital. Donc ça peut aller de formation sur les réseaux sociaux, sur de l'automatisation, sur de l'IA aujourd'hui évidemment, mais du SEO, du SIA, etc. Donc vraiment, on essaye de couvrir à peu près tous les métiers du marketing digital. Et aujourd'hui, ouais, on a un réseau de à peu près 300 formateurs sur toute la France et au-delà. Donc ça commence à grimper et ça commence à bien marcher. Ouais. Ouais, c'est marrant parce que tu disais automatisation. Je pense à Joanie et Clément qui tournent pas mal avec vous, j'ai l'impression. Je voyais qu'ils étaient encore en formation chez Alfie, donc je me suis dit, ah ok, putain, il y a une bonne collab qui s'est construite, j'ai l'impression, C'est ça. Ouais, entre les deux équipes. Ouais, Joanie fait partie des top formateurs cette année. Il y a clairement eu un avant-après IA forcément, où les gens font un peu l'amalgame entre automatisation et IA. Et donc des fois, nous, quand on a les personnes au téléphone qui souhaitent se former, qui nous disent je veux de l'IA, en fait, nous on comprend que c'est pas de l'IA qu'ils veulent, c'est de C'est de l'automatisation. l'automatisation. Et donc du coup, on les renvoie souvent vers Joanie qui est très compétent sur ce sujet. Ouais, c'est vrai, ça. Oui, qui est aussi très compétent en IA d'ailleurs, hein, à mon avis. D'ailleurs, Ok, super intéressant. On va passer un peu sur la partie genre le moment où vous vous dites, parce que du coup j'imagine en fait au début vous êtes genre grosso modo 3-4 freelance SEO, vous avez entre ton portefeuille client, les portefeuilles que vous réunissez, etc. Tu sais, vous sortez 200 000 ou 300 000 euros à l'année, vous vous dites ok, bon on a de quoi tous manger, c'est bon, on est établi. Et entre cette phase-là et genre l'ascension, le pic que vous prenez, tu vois, les 2-3 premières années un peu, ce moment où vous vous définissez entre guillemets. Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qui se passe précisément? Qu'est-ce qui fait que vous avez ce changement d'état d'esprit? Quel prestat vous vous dites, OK, ça, on performe, on y va, on double down dessus? Quel canal marketing vous vous dites, bon, bah, ça, on est trop bien, on continue d'activer à 100%? Et est-ce que vous avez des échecs aussi pendant cette période-là où vous vous dites, ah ouais, putain, mais tu vois, on faisait, je sais pas, de la data et en fait, on est des billes en data et on arrête complètement ça, tu vois? Qu'est-ce que vous avez en victoire et en échec pendant cette période-là qui vous définit un peu maintenant? yes. Je reviendrai après sur le comment on a gap, sur les prestats sur lesquels en fait, nous, on a très vite, sous-traité tout ce qu'on savait pas faire. Des prestats SIA, enfin, de la rédaction web, même le netlinking, aujourd'hui, on le sous-traite. Il y a plein de choses qu'on peut sous-traiter. Alors pas tout le temps, mais par moment, ça peut nous arriver de sous-traiter pour X ou Y raison, parce qu'on pense qu'il y a quelqu'un qui va être meilleur sur le sujet, ou parce qu'on manque de temps tout simplement sur certaines parties. Mais je pense que ce choix-là, il a été plutôt vertueux. Parce que les clients en face, ils avaient des prestats avec qui ils travaillaient qui étaient très bons. Nous, on prenait même pas d'apport d'affaires à l'époque sur ces prestats-là. Et au final, ça se passait très bien, le client était content et il revenait. Donc ça a plutôt été un bon choix, et on a toujours su s'entourer de personnes compétentes, que ce soit sur des prestats métiers ou que ce soit sur des prestats type compta, juridique, etc. Donc ça a été des choix importants au tout début. Sur des échecs, on en a eu plein, des clients sur lesquels on s'est raté, des clients qu'on n'a pas su accompagner parce que on était soit on n'était pas fait pour eux, c'est-à-dire que nous, on est beaucoup dans le coaching, dans le partage, dans l'accompagnement, dans le transfert de compétences. Et tu as des clients qui demandent juste à produire, faire, quoi. Nous, ça, on n'est pas forcément très bon sur ce type de prestat-là. Nous, on est souvent bon pour faire toute la strat, la déployer avec eux et les accompagner à la déployer. Mais en fait, faire leur boulot à leur place, entre guillemets, pour nous, enfin, en tout cas, on n'est pas en capacité de le faire parce qu'on n'a pas automatisé plein de choses et finalement, on ne serait pas rentable à le faire. Donc, sur ce type de prestat, on n'est pas forcément les meilleurs. Donc oui, des échecs avec des clients, on en a eu plein, comme tout le monde, je pense. Et on le vit évidemment comme des échecs, mais c'est pas forcément très grave. Après, on n'a pas eu de gros échecs du type, je sais pas, un truc qui nous a complètement fait tomber. On est reparti du jour au lendemain, on a pivoté, tu vois. Ça, on n'a pas connu, et puis on va pas raconter une histoire pour la raconter. Et le vrai gap ou le vrai truc qui a changé, c'est quand on s'est fait entourer d'un consultant qui s'appelle Pierre-Georges, qui nous a accompagnés sur alors sur plusieurs aspects, mais la première chose, c'était sur la raison d'être de Cozy. Et ça a été vraiment le game changer pour nous. Savoir pourquoi on faisait ça, pourquoi on accompagnait les gens de telle ou telle façon, et pourquoi on était tous les quatre, et où est-ce qu'on voulait aller. Et ça, pour nous, ça a été vraiment l'étape clé qui a permis de se dire: «Ah OK, derrière, on va faire ça et on va faire ça». En fait, on n'est pas des entrepreneurs à vision.
Et ça, on l'a compris. En fait, on était là, merde, on n'a pas de vision comme tous les entrepreneurs, fait chier. Mais en fait, non, nous, on marche à l'intuition, tu vois. À un moment donné, on fait un truc, ça marche, bon, bah, on gappe après et on prend le truc d'après et on avance comme ça. Et là, mine de rien, d'avoir posé cette petite base qui était la raison d'être de Cozy, qui était de se dire qu'on accompagne les entreprises et les équipes pour les faire grandir. Et bah, ça a été un truc où on s'est dit, OK, on a ça, qu'est-ce qui nous manque pour faire ça? Bah, en fait, il nous faut un centre de formation. Et en fait, avec ce mec-là, donc on a travaillé toute une journée, les 4 associés, chacun de leur côté. Ensuite, on a regroupé différents éléments. Et puis, on a aussi fait ce qu'on appelle un forum ouvert, où on a fait intervenir des partenaires, des concurrents, des clients, des amis, le père de Laura, etc., etc. Donc il y avait une vingtaine, trentaine de personnes qui ont travaillé sur des sujets où l'idée c'était de se dire en quoi le digital peut aider à faire grandir les équipes et les entreprises. Et sur 11 sujets qui sont apparus dans ce forum ouvert, il y a 7 sujets qui étaient autour du RH. Comment garder les talents dans son entreprise, comment les faire grandir, comment les recruter, etc., etc. Et là, on s'est dit, ah ok, donc en fait, ce centre de formation qu'on a en tête depuis un moment, il fait sens pour tout le monde et en fait, il faut qu'on le fasse. Ce sera la première brique d'un truc et on ira plus loin demain. Mais ça a été un premier truc qui nous a fait dire, ok, les équipes, c'est hyper important, faut les former, faut les garder et faut les recruter de la bonne façon. Donc il y a une brique là-dessus. Nous, on a monté un centre de formation, mais ça aurait pu être autre chose. Et aujourd'hui, tu vois, on accompagne beaucoup les équipes aussi sur des méthodes de projet, notamment la méthode OKR, qui nous permet de faire avancer les projets de nos clients de manière beaucoup plus rapide. Et aujourd'hui, en fait, moi, mon rôle quasiment sur 50% des entreprises que j'accompagne, c'est du management de projet et d'équipe. Et c'est plus du SEO. Alors oui, je parle de SEO, oui, je parle d'emailing, oui, je parle de réseaux sociaux, etc. Mais en fait, mon truc, c'est de faire avancer les projets. Et quand il y a un truc qui bloque, c'est de se dire, bah, je vais chercher un partenaire externe, je vais chercher quelqu'un. Et en fait, nous, maintenant, autant avant, c'était faire grandir les entreprises et les équipes. Et maintenant, c'est de faciliter et de sécuriser les projets digitaux de nos clients. Euh, un petit peu gappé aussi sur la raison d'être du groupe maintenant. Mais oui, le vrai game changer, ça a été cette rencontre avec Pierre-Georges. Et tu vois, il nous a accompagnés sur cette raison d'être. Un an plus tard ou 2 ans plus tard, je sais plus, il nous a accompagnés aussi sur la communication qu'on pouvait avoir entre associés. Savoir parler à Laura et savoir parler à Virginie ou Maxime, c'est pas du tout la même chose. Et tu vois, par exemple, je te donne un exemple. Pour Virginie, si je dois lui demander quelque chose, je dois faire un brief, un truc un peu long, tu vois, mais je dois lui demander de la bonne façon. Si je parle à Laura, c'est pareil, il faut que je lui dise, est-ce que tu as 5 minutes à m'accorder dans la journée pour que je te parle d'un truc? Et là, tu vas être créatif, tu vois. Et là, elle va être créative. Mais par contre, si je lui demande, Laura, tu peux me dire ce qu'il faut faire pour ça, elle va pas être créative du tout, tu vois. Donc, en fait, c'est des façons de savoir parler à tes associés, et puis globalement à l'ensemble de ta boîte, quoi, qui sont hyper importantes. Et en fait, ça change tout. Et aujourd'hui, tu vois, je pense qu'on a allez, une engueulade par an entre associés et on s'est jamais pris la tête sur quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment hyper important. Et là, pour te donner la dernière date clé, c'est le séminaire qu'on a fait avec l'ensemble du groupe en septembre, où l'idée c'était de travailler sur le système des organisations apprenantes et toujours en lien avec Pierre-Georges et pour essayer de faire aussi monter en compétence les équipes internes chez nous pour qu'elles soient créatives, qu'elles se challengent, qu'elles aillent chercher des trucs au plus profond d'eux-mêmes pour bah, vraiment développer tous leurs projets en interne et se développer même eux-mêmes sur la partie perso, quoi. Quand tu dis l'ensemble du groupe, il y a qui du coup dans cet ensemble du groupe? C'est parce que Ouais, vous êtes les 4 cofondateurs, il y a qui en plus quoi? Qui arrive en ouais. plus de ça? On est 4 cofondateurs à la base sur Cozy. On a créé un groupe au-dessus qui s'appelle Kumbu maintenant, dans lequel on a toujours Cozy évidemment. On a Alfie Formation, qui est le centre de formation, et du coup on a 3 personnes salariées sur cette activité. Et puis on a repris en 2023 le réseau Abondance qui appartenait à Olivier Andrieux, où il y a aujourd'hui aussi 3 personnes. Donc on est une dizaine à travailler dans le groupe, quoi.
Ok, ouais, make sense. Vous êtes 4 sur la presta. En gros, la presta de service, plus co-dirigeant des autres entités, genre l'aspect C'est média ça. et l'aspect formation, quoi. Ok, assez Ouais, fou. exactement. C'est assez marrant parce que du coup, vous êtes parti à 4 sur le prestat de service et vous êtes encore les 4 là-dessus, mais j'ai l'impression qu'en fait, vous avez genre. Ouais. En fait, le fait d'être 4 et de se lancer à 4, ça crée genre plusieurs dynamiques. Déjà, ça crée le fait que il y a des problématiques que vous avez que les autres n'ont pas d'habitude, parce que les autres, ils montent une boîte, c'est leur boîte, elle ressemble à eux et c'est réglé. Ouais, Vous, elle ressemble à vous 4 en même temps, et du coup, il y a des ouais. problématiques qui se passent, genre, est-ce qu'on a vraiment envie qu'elle ressemble à ses qualités et ses défauts de un tel, ou à ses qualités et ses défauts de un tel, tu vois? Est-ce qu'on veut pas plutôt, genre, les qualités de lui et les défauts de lui, tu vois? Au final, c'est intéressant. Et je pense que le sujet de la raison d'être et de comment communiquer avec ses cofondateurs, c'est une très 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 bonne chose. Je me souviens que j'avais fait des formations en communication entre les gens, tu vois, entre des managers, grosso modo. Souvent, les boîtes, elles payaient des formats pour ce genre de choses. Et vous, du coup, vous êtes obligé de le faire super early parce que vous êtes tous les quatre co-managers de la situation. Euh, Est-ce que du coup, donc ouais, vous montez ça, vous êtes tous les quatre, vous avez les trucs. On pourrait parler un peu du deal Abondance parce que c'est quand même un deal de fou furieux que vous avez fait sur Abondance. Euh, Comment ça s'est passé un peu genre est-ce que déjà lequel de vous quatre s'est dit franchement vas-y viens on le fait et est-ce que les quatre étaient chauds direct et est-ce que vous tout était comme vous l'aviez prévu quoi ou est-ce qu'il y a eu des rebondissements qui étaient vraiment genre bizarres dans le process quoi on va dire. Ouais, c'est un coup de bol un peu, enfin coup de bol, il y a une part de chance là-dedans, mais c'est du coup Jackie de Links Garden qui m'écrit et qui me dit la société d'Olivier est en vente. Moi, j'écris à Olivier pour avoir les chiffres et les détails de la vente. Il reste 10 jours pour répondre. Et nous, on n'a pas du tout prévu d'acheter Abondance, quoi. Donc Ouais. c'est assez fou. Sur un DM Twitter de Euh, Jackie ça part. ouais, c'est ça. Et c'est vraiment ça en plus. Et on réfléchit, je sais pas, bah, une journée, parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir. En fait, après, il faut appeler les avocats, les comptables, et puis il faut faire, faut étudier le dossier, quoi. Je pense que dans ces moments-là, c'est peut-être moi qui est un peu plus fou, et qui me dit allez go, on y va, on tente, et puis au pire on voit. Et là, bah t'as Laura qui va raconter une histoire, entre guillemets. Alors, je suis désolé, Olivier, mais elle va raconter une histoire à Olivier pour essayer de faire en sorte qu'on puisse récupérer le deal. Et Maxime va s'entretenir avec la partie juridique et comptable pour s'assurer que c'est OK et qu'on peut y aller. Et Virginie va tout relire et tout vérifier pour que ce soit nickel. Tu vois, c'est un peu comme ça que ça se passe. Il s'avère qu'en plus, dans ce laps de 10 jours, on a les 100 ans de notre cabinet d'avocats. Donc, on se retrouve dans une énorme salle, enfin, une espèce d'église à Angers, je me rappelle. Et en fait, on a tous les avocats qui sont là et on leur raconte ce truc-là. Et en fait, ils sont tous là, bah non, ça vaut rien, non, faut pas l'acheter, oui, faut l'acheter, non, oui, non. Donc, on ressort du truc, on sait pas trop ce qu'il faut faire. Et en fait, on se dit quand même que pour nous, c'est une activité supplémentaire assez intéressante. Il y a le côté média, il y a le côté formation en e-learning, donc ça rejoint des activités qu'on a déjà. Tu vois, la partie audit, on l'a déjà chez Cozy, donc on sait faire. La partie e-learning, formation, on sait faire, et on a le côté Calliope avec Alfie Formation, donc on peut récupérer des choses qui sont intéressantes. Et la partie média, par contre, on ne l'a pas. Donc pour nous, c'est une autre verticale qu'on va pouvoir traiter. Donc on se dit, ouais, faut y aller, et on va se démerder pour trouver les financements, on va se démerder pour aller chercher des aides, et faut le faire de manière hyper rapide, hyper agile. Là, on a du bol, pareil, parce que ça se passe super bien avec Olivier. Donc le deal, il est assez simple. Je veux dire, on envoie un premier message, il nous répond non, et on répond à notre truc, il nous répond oui. Et puis après, ça avance avec nos différents conseillers qui font le projet le plus rapidement possible. Donc en fait, en 6 mois, c'était réglé, ce qui, je pense, est assez court dans une vente. J'en ai pas fait 400, donc j'ai aucune expérience là-dessus, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est plutôt court. Et après, ouais, nous, dans ce même laps de temps, le plus dur, en fait, c'était de négocier avec les banques pour faire des prêts, pour aller chercher des aides auprès de la région, ce genre de choses. Même si, encore une fois, ça s'est fait hyper facilement. Tu vois, je me rappelle, on a pitché, nous, pour aller chercher un peu d'argent auprès de la région. Enfin, c'était pas la région, mais c'était un réseau initiative à Nantes. Et,
Et en fait, le mec, quand il nous voit et qu'on fait le premier pitch, il nous dit oui, en fait, vous êtes prêts, go, on fait la date dans 10 jours et vous pitchez. Et en fait, c'était assez fluide parce que c'était des choses qu'on savait déjà faire, pitcher devant des gens. On avait l'expérience des conférences et finalement, on racontait notre métier et deux, trois chiffres à côté qu'on avait bossé. Et au final, oui, on a récupéré l'argent qu'on était venu chercher. Donc, c'était un peu comme qui veut être mon associé, mais en plus cheap, quoi, si tu veux. Et c'était assez drôle. Donc ouais, franchement, ça s'est fait de manière hyper fluide. Je l'ai pas du tout vécu de manière difficile ou autre. Par contre, on n'avait pas anticipé tout l'après. Mais c'est cool quand même, et c'est un très bon move, je pense. C'est une super expérience en tout cas, humainement et juste d'un point de vue connaissance de faire un deal, aller jusqu'au bout, et puis après avoir une autre boîte que tu maîtrises pas du tout de A à Z. Rien que pour l'expérience, en fait, c'était à faire, et après, ça se passe très bien aussi en interne. Donc, et puis même, je pense que la reprise a été facilitée pour plein de raisons, mais par contre, oui, il y a tout un après en fait qu'il faut plus anticiper. Et si je devais refaire des choses, j'anticiperais plus l'après que le avant, tu vois. Ouais. Ouais, en fait, tu te retrouves avec une boîte qu'il faut faire tourner, quoi. Et c'est une boîte que tu connais pas, c'est des gens que tu connais pas, c'est un business model que tu connais pas, et genre tu dois tout réapprendre plein de choses alors que tu l'as potentiellement jamais appris. Pas Il y a simple. tout. Ouais. Ouais. Il y a tout. Le plus dur, enfin, il y a deux aspects qui sont le plus dur, c'est la partie comptage juridique, on va dire, que tu reprends, parce que c'est pas du tout tes process à toi. Et tu dois Donc merge là, avec tes chiffres, je suppose. Et il faut tu que ça dois soit merge, cohérent. tu dois merge avec tes outils, tu dois merge avec ta Ouais. façon de faire. Et donc en fait, tu as tout à refaire. Peu importe la manière dont c'est fait, je pense ça doit quasiment se passer tout le temps dans ce truc-là. Tu vois, tu es obligé de travailler avec tes comptables à toi, de travailler avec tes outils à toi. Et finalement, ce qui marchait à l'époque pour Olivier ne marchait pas forcément avec nous. Donc on a dû faire évoluer ces choses-là et puis surtout nous faire gagner du temps. Lui, il était tout seul. Nous, on pouvait pas être, enfin, en tout cas, on pouvait pas faire. Toi, lui, se lever à 7h30 pour faire des choses. Bah, nous, on travaille avec des salariés. On peut pas les faire lever à 7h30 pour qu'ils travaillent. Ou en tout cas, il faut les payer pour. Et donc ça pouvait pas se passer comme ça. Et puis l'autre aspect qui est pareil, qu'il faut vachement anticiper, c'est la partie technique, l'IT. Tu as des sites internet à récupérer, tu as des serveurs à récupérer, tu as des problématiques de dette technique qui sont à récupérer. Et tout ça, ça coûte de l'argent, parce que bah, tu dois faire intervenir des développeurs par-dessus pour faire des choses que tu as envie d'automatiser. Et tout ça, ça coûte beaucoup d'argent, beaucoup plus que ce qu'on pense. Et donc ouais, ça c'est un vrai truc à anticiper, et je pense qu'il faut être assez vigilant, c'est bien checker ce qui existe, l'existant, et comment tu vas pouvoir l'intégrer à ton écosystème à toi, quoi. Ouais, toutes les lacunes ou les problèmes que tu vas pouvoir ramener. Parce que c'est vrai qu'en fait, j'avais pas pensé, mais potentiellement, Olivier avait vendu genre des créas de sites à des gens qui étaient hébergés chez lui. Tu rachètes la boîte, tu dois re-héberger enfin, tu dois maintenir l'hébergement du site, etc. Et tu dois le ramener sur ton infra, etc. Et c'est pas des trucs qui sont très simples. Ouais, Plus c'était tout même son pas. côté média à lui. C'était même pas parce qu'il vendait pas forcément de sites, mais c'était lui, déjà, il avait 3, 4, 5 sites en ligne, tu vois. Donc en fait, rien que ces sites à lui qu'il avait développés à sa manière et puis qui étaient existants depuis 98. Donc forcément, tu as un historique, mais tu as aussi une dette technique. Donc tu as plein de choses à faire évoluer. Tu as plein de choses que lui, il faisait à la main parce que son organisation était telle qu'il était hyper rodé et que ça marchait super bien pour lui. Puis il était tout seul, donc forcément, tu fais un truc à la main pour toi, bah, tu sais comment faire. Nous, le problème, c'est qu'on est 3, voire 4 associés en plus par-dessus. Donc, tu peux pas te permettre d'avoir la même organisation et tu es obligé de vouloir automatiser des choses, de vouloir changer des choses. Tu dois t'approprier le business et donc la technique qui va avec. Et ça, ouais, c'est assez complexe. Beaucoup Ok, plus ok, ouais, complexe, si on se pense. c'est intéressant. Je reviens, je veux reparler d'un point qui m'a fait trop sourire. On n'est pas obligé d'en reparler, mais je revois bien la situation et je vois bien le moment où vous pitchez. Et tu sais, c'est trop marrant parce que quand tu pitches, tu as besoin de 4, 5, 6, 7 de compétences et genre, faut qu'il soit bien rodé le jour J, quoi. Faut que tu sois prêt et que tu arrives, que tu aies ton pitch market, tu vois, qui fasse rêver d'un côté, que quand on te pose les questions pour les data qui backup, on soit bien, etc. et que tout soit cohérent. Et vous, c'est trop marrant parce que vous êtes 4, vous arrivez à 4 et du coup, chacun remplit son rôle. Et potentiellement, Virginie a bien lissé tout ça. Ok, c'est bon, tout est cohérent, tous les points de jonction sont bien faits. Et du coup, ça déroule trop bien. Et ça, c'est assez cool parce qu'en fait, tu vois que une équipe, ou enfin, tu vois,
Vous êtes prestataire, quoi. Un prestataire, globalement, il va être jugé sur 3, 4, 5 points. Et en fait, vous remplissez un peu chacun de votre côté ces 3, 4, 5 points. Et du coup, ça fait que, à mon avis, les prestations se passent bien, la relation client se passe bien, les présentations se passent bien, etc., etc. Et ça donne. Vous avez vraiment la polyvalence, en fait, les bons profils pour arriver et envoyer la bonne presta et que les gens soient satisfaits, quoi. Ouais, c'est vraiment la force du collectif Cozy, c'est que ouais, on a quatre appétences, quatre profils très à la fois atypiques, mais à la fois qui convergent ensemble. Et clairement, ouais, ça fait la diff sur certains clients parce qu'en fait, on peut emmener Maxime et Victor en rendez-vous, ou Victor et Laura, ou peu importe, et il y aura toujours un truc intéressant qu'on va pouvoir ajouter par-dessus. On n'a pas les mêmes réseaux non plus, donc on rajoute des personnes à droite, à gauche, en fonction des appétences de chacun ou des connaissances de chacun. Et souvent, ça marche. Et sur la partie métier, je vois bien que le fait d'être à 4, c'est hyper cool parce que là, pour le coup, on parlait de défaites tout à l'heure. C'est pas des défaites, mais tu as des coups beaucoup plus durs ou des moments qui sont plus durs quand tu entreprends. Et bah, à 4, tu peux te soutenir, quoi. Quand tu es tout seul, et je connais plein d'entrepreneurs qui sont tout seuls, c'est beaucoup plus dur quand tu as des merdes RH, quand tu as des gens qui veulent partir, quand tu as des problématiques de clients qui renouvellent pas et que c'est des pipes à 100, 200 000. Ça fait beaucoup plus mal quand tu es tout seul. Que quand tu es à 4, tu te dis, OK, bah, il y en a un qui va moins bien, on va le soutenir. Il y en a un qui est malade, on va prendre son relais. Il y en a un qui. Voilà, c'est beaucoup plus simple de pouvoir, ouais, encore une fois, se soutenir et s'aider dans ces moments où il y en a un qui va un petit peu moins bien, quoi. Ouais, tu as plus de résilience à 4, quoi. C'est un bon avantage. On va parler un peu de la partie client, justement. Tiens. C'est quoi les typologies de clients que vous avez eu chez Cozy au fur et à mesure? On va commencer un peu par la partie. Je pense que maintenant vous avez atteint un niveau où c'est plus vraiment vous êtes plus vraiment sur la même typologie de clients. Vous êtes sur un autre type de jeu, à mon avis. Vous avez votre strat, votre market, vous avez vraiment votre style. Au début, vous étiez plus une agence, enfin, ou du moins un collectif, une équipe normale. Et du coup, avec quelle typologie de clients vous avez commencé et quel type de prestat vous leur avez vendu au début? On a travaillé avec à peu près toute typologie de clients, alors, quand même de la PME. Je pense pas qu'on ait travaillé. Tu vois, on a jamais travaillé avec une boulangerie ou un restaurateur qui ont des plus petits sites et moins de besoins, entre guillemets. On était quand même sur des prestats, je pense autour de 720 € la journée au Ok. départ. Et on n'a jamais vendu moins de 720 € quasiment chez nos clients. Donc tu vois, il y avait à minima une journée de vendu à 720 €. Et c'était toute typologie, enfin toute thématique de site possible, du e-commerce, du site vitrine, du site média. On faisait de la presta, j'ai envie de dire assez classique en SEO, c'est-à-dire audit, analyse, arborescence mots-clés, développement de contenu, optimisation sémantique et netlinking. Grosso modo, on faisait ça. Ça, c'était notre package, on va dire, assez classique. Et le package refonte, création de site, qui était aussi un package assez classique chez nous, qu'on aimait bien et qu'on aime toujours bien d'ailleurs. Mais grosso modo, ouais, c'était des prestats hyper classiques que tu retrouves chez toute agence SEO. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Quand je te disais tout à l'heure, on a défini la raison d'être, on avait aussi défini une méthodologie, la méthodologie qu'on appelait COSY, pour y faire hyper original. Et c'était de se dire, si vous travaillez avec nous, c'est que vous avez tout ça, quoi. Et en gros, nous, ce qu'on voulait, c'était pouvoir parler aux décisionnaires, que les personnes en interne aient un responsable marketing, communication ou quelqu'un qui gère le web, en tout cas, de près. Si possible, qu'ils aient à minima une ressource en dev ou une agence de dev externe qui va pouvoir implémenter ce qu'on va raconter, quoi. Parce qu'on se rendait compte qu'on vendait des audits, qu'on vendait des prestats, qu'on vendait du conseil, mais que derrière, il y avait peu ou pas assez de choses qui étaient mises en place. Et finalement, les résultats, on les avait pas forcément non plus chez certains clients. Et du coup, c'était frustrant pour nous, c'était frustrant pour eux. Donc finalement, personne n'était content dans l'équation. Donc on a décidé de partir sur une typologie de clients peut-être un peu plus mature sur des sujets web.
Et aujourd'hui, ouais, on se retrouve avec de la bonne PME qui fait plus d'1 million d'euros à chaque fois, facile. Et qui ont des budgets à mettre en face, qui ont des équipes en interne et qui souhaitent avoir plutôt de la strat, globalement. De la strat, soit pour créer un site de A à Z, soit pour recréer une marque, soit pour refondre un site web existant, et de la sécurisation tout au long du projet. En fait, c'est des gens qui savent faire globalement, mais qui veulent un petit point de vue externe, qui veulent le petit truc en plus, qui veulent gap un peu dans leur SEO. Et donc, nous, on vient apporter cette brique stratégie avec tout ce qu'il faudrait mettre en place pour arriver à la finalité et à l'objectif qu'ils ont fixé chez eux en interne. Et en même temps, nous, on va pouvoir venir aussi challenger ces aspects-là parce qu'on a aussi une casquette d'entrepreneur, donc on sait lire des chiffres, des bilans, parler de marge, etc. Donc, on est assez vigilant aussi sur ce que nous racontent les gens. Donc, tu vois, si on a une startup qui arrive et qui nous raconte n'importe quoi, entre guillemets, en termes de chiffres, on est en capacité de lui dire non, on n'ira pas parce qu'on n'y croit pas à ton business, tout simplement, quoi. Et là-dessus, on est assez transparent et on va pas sur n'importe quoi, n'importe comment, quoi. Ouais, je pense que vous avez une très grosse chance. Enfin, chance, c'est pas de la chance, hein, c'est bien évidemment des skills et de l'entraînement et de l'histoire. Mais en gros, vous avez plus, comme vous vous êtes dit, on va rester à 4. Vous vous êtes pas dit genre on va augmenter, on va staffer, on va prendre plus de monde, plus de clients, etc. Vous avez juste augmenté la qualité des clients, augmenté la qualité de vos process. Enfin voilà quoi. Et vous êtes le luxe quoi potentiellement en fait entre guillemets quoi. Genre les gens ils viennent vous voir parce qu'ils veulent travailler avec vous, parce que vous avez la méthodologie COSI, parce que vous allez les accompagner tout le long et vous gérez la strat quoi. Vous êtes au niveau le plus ou le levier le plus fort en fait assez simplement où l'importance de ton travail est le plus efficace, c'est là où tu crées les résultats. Hein. Finalement, en général, tu crées aussi beaucoup dans l'exécution, évidemment. Mais il y a quand même la part de la strat et en général, en moins de temps, tu crées plus de résultats. C'est un peu le truc. Et du coup, c'est assez intéressant. À refaire, je suppose que vous referiez la même chose. Vous stafferiez pas, vous partiriez pas en mode croissance, grosse agence, etc. Ouais, bah après, encore une fois, ça pose des difficultés parce que tu vois, en termes de croissance, nous, en fait, on est 4, on a entre 4 et 6 clients par tête. Donc forcément, on est capé en fait en chiffre d'affaires sur la société. Et ça, c'est un peu, enfin, c'est difficile sur le long terme parce que tu dis putain, comment je crois. Et c'est pour ça qu'on a fait de la croissance externe. C'est que pour nous, c'était important de continuer à croître. J'ai du mal à croire que tu puisses t'épanouir dans un truc qui stagne tout le temps, quoi. Donc pour nous, c'était évident qu'il fallait trouver une manière de croître qui était différente. Donc forcément, on est passé par l'externe. Mais oui, aujourd'hui, on a la chance d'avoir peu de clients, des clients matures, des clients qui comprennent ce qu'on leur propose. Et il y a un truc qui est quand même assez marrant, c'est que par contre, les gens ne viennent jamais nous voir pour de la stratégie. C'est-à-dire que souvent, ils ont une problématique précise. Je sais pas, on rank pas sur un mot-clé, on n'arrive pas à faire ça, là, on sent qu'on arrive à un palier, etc. Tu vois, c'est toujours les mêmes questions. Et en fait, quand tu discutes avec eux, tu comprends que la problématique, c'est OK, en fait, faut refaire ta strat, quoi. Faut refaire ta strat de A à Z pour ensuite se dire OK, on va plutôt là-dessus, on va déployer ça, et puis premier trimestre, on va faire ça, et deuxième trimestre, on va faire ça, etc., etc. Et tu vas aussi leur donner les bons outils pour y arriver. Parce que tu en as plein, je sais pas, moi j'ai un client là dans l'immobilier, grosse boîte, un gros truc, un truc énorme. Et le mec me dit, on met 2 contenus par semaine. Je dis, mais tes concurrents, ils en mettent 100 par semaine, tu vois. Donc en fait, t'es mort, quoi. Enfin, et quand tu leur fais prendre conscience de ça et que tu leur montres par A plus B que tu vas sur le site, tu prends juste le blog, tu regardes les dates et tu dis, bah regarde combien ils ont publié de contenu cette semaine. Et là, ils font, ah ok, donc là, on n'est plus du tout dans le game. Et Ouais. toi, tu vas leur dire, bah ok, il y a des outils d'IA qui existent, tu vois, ça paraît tout bête, mais parce que nous, on est dedans tout le temps et qu'on les voit passer. Mais eux, c'est pas le cas, tu vois. Et donc, du coup, tu vas leur apporter ça, tu vas leur parler de PopCache, ils connaissent pas PopCache, tu vas leur parler de netlinking avec les différentes plateformes, ils connaissent pas ça. Ils utilisent même pas des Ahrefs, des Screaming Frog, ils savent pas l'utiliser. Et pourtant, c'est des clients matures, qui ont des budgets, qui performent, hein, qui ont des vraies entreprises qui marchent bien. Mais en fait, ils ont avancé avec leurs moyens, avec leurs limites, et ça marchait très bien.
Mais maintenant, il faut passer le cap du dessus et finalement, il faut leur apporter la méthodologie, la stratégie, les outils et la manière d'y aller, quoi. Et c'est pour ça qu'on met en place aujourd'hui beaucoup la méthodologie des OKR parce qu'elle est basée sur des objectifs un peu ambitieux et visionnaires que l'entreprise a déjà de base. Et on vient raccrocher ça à des objectifs, des key results qui sont très quantitatifs où on va se dire, à la fois, ça va être sur des enjeux de prod, genre, il faut publier 100 contenus dans ce trimestre. Oh mon Dieu, comment on va y arriver? Je sais pas, il y a l'IA et on va automatiser. Ah, en fait, c'est facile. Ok, donc ça marche. Et puis après, il y a le truc de, faut performer maintenant. Donc en fait, est-ce que tes contenus ils performent? Est-ce qu'ils sont indexés? Est-ce que ils rankent? Est-ce que tu as mis du netlinking dessus? Est-ce que tu as mis du podcast dessus? Et si tu fais tout ça en un trimestre, en fait, tu as complètement fait switcher la boîte dans un truc beaucoup plus prod, beaucoup plus intensif. Et souvent, ouais, tu vois un truc qui est assez génial dans les entreprises, qui est, en fait, avant, on faisait un truc artisanal, ça marchait bien. Et maintenant, on a processisé le truc, ça bourrine, ça va à fond et c'est assez sympa, quoi. Et là, tu te rapproches d'un truc qui va performer et sur lequel ils vont pouvoir challenger vraiment leurs concurrents sur leur marché. Ouais, c'est assez intéressant. Souvent, en fait, je pense que le SEO enfin, la concurrence en SEO, elle s'est intensifiée. Ça, je pense qu'on est assez tous d'accord pour le dire. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que eux avaient un peu leur process en interne. Ça marchait OK parce que le SEO, c'était un peu genre facile à l'époque, entre grands guillemets, hein, évidemment. Et finalement, en fait, comme il n'y avait pas un énervé du SEO en interne pour aller suivre toutes les algo updates et toutes les dingueries qui sortent à droite à gauche, Ouais. forcément, c'est plus compliqué de rester à jour. On peut pas tous se permettre d'avoir un dératé du SEO chez soi. Et du coup, forcément, en fait, quand tu fais appel à quelqu'un, à une équipe de 3, 4, même une personne qui est en fait très solide en SEO et qui kiffe ça à mort, il va dire: ah non, mais attends, en fait, il te manque 5 ans, mais t'inquiète pas, je vais te refaire les 5 ans très rapidement, tu vas voir par quoi on va passer, ça va aller très vite et on va se mettre à l'échelle, on va regarder, changement de strat en fait, ce qui est nécessaire assez régulièrement en SEO. Un point qui est assez intéressant aussi, du coup, c'est la typologie de clients que vous avez à augmenter en qualité. Est-ce que vous avez toujours fonctionné uniquement sur du référal, du coup, pour l'acquisition de vos clients et uniquement sur les conférences à droite à gauche que vous faisiez, du coup? Ouais. On a tenté de faire du SEO, par exemple, pour notre site. Ça marche. Enfin, on n'a pas tenu, on a tenu 15 jours, je pense, à faire du contenu. Les Donc spammers. on a arrêté et pour nous, c'était pas la typologie de clients qui était intéressante. Même si je pense que certains arrivent très bien à trouver des très bons clients en faisant du SEO et ça, j'en doute pas. Donc nous, ouais, on a travaillé avec notre réseau, on a beaucoup travaillé avec les conférences. Tu vois, Laura, elle a donné des conférences au SEO Campus, au Black and White, Feu Black and White, au SEO Garden Party, Square, je sais plus quoi, et tous ces événements-là, finalement, en fait, nous, à chaque fois, ça nous ramène 1, 2 clients, quoi, facile. Et des très bons clients pour le coup. Et en fait, à chaque fois que Laura fait une conf, elle parle d'un sujet sur lequel nous, on a envie d'aller aussi. C'est-à-dire que, en fait, on balance pas un sujet comme ça au pif. C'est juste qu'en fait, derrière, nous, on sait aussi que ça peut potentiellement nous rapporter des clients qui vont être dans la typologie de clients matures qu'on a envie d'avoir. Donc ça, c'est hyper important pour nous. Et clairement, ouais, c'est notre premier rapport d'affaires chez Cozy. Et puis après, je pense que la recommandation, les avis, ouais, on travaille ce referral à fond, même avec nos clients, leur dire voilà, si tu connais d'autres entrepreneurs qui veulent travailler avec nous, et si ça se passe bien, il n'y a pas de raison qu'ils t'en recommandent pas. Donc en fait, et encore une fois, vu qu'on n'a pas besoin d'énormément de clients, il en suffit de 2-3 et finalement, voilà, ça marche très bien, quoi. Et même si là, on va pas se le cacher, l'économie, elle est pas, c'est pas le top du top en ce moment en France. Et ça se ressent chez les agences, ça se ressent. Nous, on le voit aussi chez des agences de com, chez des agences de dev où c'est plus dur, voire très très dur pour certaines. Donc, faut pas se reposer sur ses lauriers. L'IA a beaucoup changé les choses dans ce que tu peux vendre, faire. Ou ne plus faire, ou ne plus vendre. Et du coup, forcément, tu es obligé de te remettre en question, tu es obligé de proposer d'autres choses et tu es obligé d'aller là où toi, tu es le meilleur pour, encore une fois, vendre et performer auprès de tes clients, quoi. Donc, ouais, faut pas s'arrêter de bosser, il faut pas s'arrêter d'innover, entre guillemets, sur tes verticales à toi que tu aimes bien. Et c'est pour ça que, ouais, Laura, quand elle fait des confs, elle les fait sur des sujets où nous, on sait derrière que ça peut rapporter aussi des clients.
C'est très malin de faire. Moi, c'est un truc que j'ai. Enfin, tu vois, mais sûrement parce que je voulais pas faire de conf à la base pour avoir de l'acquisition client. Mais en fait, c'est très malin de faire un sujet qui va dans la dynamique que tu veux et qui va te trouver les clients que tu cherches, qui s'adresse en fait aux personas que tu cherches à adresser. Tu vois, en fait, de faire une conf qui va toucher beaucoup plus les grandes entreprises. Qui ont, tu vois, du budget, qui veulent une problématique contenu parce que par exemple c'est votre focus du moment, etc. Bah oui, c'est sûr qu'en fait, ça va te rapporter ce type de clients et pas des TPE qui sont sur des problématiques autres, quoi. Du coup, très bien vu parce que j'avoue que moi, historiquement, j'ai juste fait des conférences sur le sujet. Je me suis dit, tiens, j'ai une longueur d'avance là-dessus. Hop, là, je vais aller disperser un peu de knowledge et puis voilà, on va profiter. Mais du coup, ça m'a fait une réputation qui est pas forcément super pratique pour trouver des clients. Ça m'a fait une réputation de gens qui ressemblaient à ce que je faisais, grosso modo, qui étaient des éditeurs qui faisaient de la FI, etc. Euh, Qu'est-ce que, alors qu'il est du coup, ouais, donc assez facile d'avoir, enfin assez facile, c'est jamais facile, hein, parce que, mais d'avoir 4-5 clients par cofondateur, quoi, grosso modo, que chacun ait ses clients. Pour le turnover, j'imagine que comme vous avez tous de l'XP, tous de l'ancienneté, etc., ça va, quoi, vous n'avez pas trop de problème de churn client. Mais justement, c'est quoi, toi, un peu tes tips and tricks pour éviter le churn client, pour avoir une satisfaction client qui soit maximale? Alors nous, on a, je pense, tout basé sur la relation transparente et humaine avec nos clients. C'est-à-dire qu'on est largement en capacité de dire là, il y a un truc qui va pas, là, ça performe pas, là, on n'a pas le résultat qu'il faut. On est aussi en capacité de dire non ou de mettre des no-go sur certains aspects. Et c'est ce qu'apprécient aussi beaucoup nos clients. C'est-à-dire qu'à un moment, même avec ma casquette entre guillemets d'entrepreneur, là j'ai même plus ma casquette de consultant, mais je peux dire à un client non, non, ça on le fera pas, ou ça c'est une mauvaise idée, je te le conseille pas, et on le fera pas tout simplement, tu vois. Et en fait c'est ce qu'ils apprécient, c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a quelqu'un qui s'oppose un petit peu à leurs idées reçues, ou qui s'oppose à un truc qu'ils allaient mettre en prod. Et en fait, ça, c'est de la transparence, c'est juste être lucide sur ce qui est en train de se passer, et tu leur apportes une vraie réponse. Et c'est pour ça qu'ils te payent, en fait, c'est pour que tu leur dises oui ou non, mais que tu leur donnes la bonne décision. En tout cas, que tu leur fais prendre la bonne décision. Mais je pense que ouais, c'est ce qu'ils apprécient le plus chez nous, et c'est pour ça qu'on a très peu de churn chez nous. En fait, là, moi, j'ai mes clients depuis le début de chez Cozy, et c'est toujours les mêmes, en fait. Donc, enfin, ça, après, tu vois, on a des typologies de clients qui peuvent être un peu différentes entre les autres, mais chez nous, ça fait 3, 4, 5 ans, tu vois, que certains clients sont là, et ils restent parce que la relation est bonne, parce qu'on est dans ce même objectif à chaque fois de se dire, bah, comment on va chercher plus. On se remet en question sur beaucoup d'aspects. On participe aussi à beaucoup d'événements, tu vois? On va sur les événements, on écoute, on regarde ce qui se fait, on se forme énormément, tu vois? Tu parlais de Johanny tout à l'heure, moi je me suis formé avec lui sur la partie automatisation. On s'est formé, avec tout un tas de gens, Ayman sur la partie web perf, on s'est formé avec Julien Deneville sur l'analyse de log. En fait, on se forme en continu sur des tests utilisateurs ou autres, et ça nous fait grandir, et ça nous permet de pouvoir proposer aux clients des choses qui sont, tout le temps renouvelé, et donc en fait on grandit en même temps que nos clients grandissent, et avec ce côté humain et sympathique qui fait que je pense bah, on continue de rester chez eux. Tu vois, c'est con, mais à Noël on offre une bouteille à tout le monde, et en fait ils sont tous contents, et c'est un peu notre marque de fabrique, parce que voilà, on est un peu comme des copains qui amèneraient une bouteille à un repas de famille, et ça nous plaît bien d'avoir ce côté un peu humain, tu vois. Ouais, c'est marrant, vous avez une espèce de double dynamique, j'ai l'impression, où d'un côté, vous avez ce côté très humain en fait avec vos clients, c'est simplement, et plus que d'être des clients, en fait, à un moment, tu peux dire, bah attends, là, t'es mon client, mais là, j'enlève ma casquette de client. D'entrepreneur à entrepreneur, la décision que tu prends, je pense qu'elle est mauvaise et je vais essayer de t'expliquer pourquoi. Et c'est cool, je pense que c'est agréable d'avoir ce genre de relation quand t'as ce côté presta client. Et aussi, en effet, ouais, bah, si tu te formes en fait tous les mois ou tous les quarters à un nouveau truc, et que tu arrives et tu dis à ton client, attends, là je viens de me former à un truc, on peut implémenter ça chez toi, ça va être game changer, ça va t'apporter du business, etc. C'est trop bien parce qu'en fait le client il se sent challengé potentiellement ou accompagné au plus haut niveau, quoi, tu vois, constamment up to date. Ça c'est le genre de choses qui doit être très agréable, je pense, d'avoir des nouveautés qui arrivent régulièrement. Je pense qu'il y a des consultants
temps, et peut-être moi le premier d'ailleurs. Ouais, non, je suis plus la team transparence quand même. Mais des fois où tu sais, t'as un peu peur de te fourvoyer parce qu'en fait, t'as envoyé un premier process il y a 3 mois. Et là, tu reviens 3 mois plus tard en disant attends, on va changer le process parce que je viens d'apprendre un nouveau truc et on va l'améliorer. Et des fois, tu as un peu la peur de te dire putain, mais je vais passer pour un con parce qu'en fait, il y a 3 mois, j'avais pas la bonne solution et là, j'avais une meilleure solution. Et ouais, tu penses quoi de ça? Tu trouves que c'est un truc qui arrive ou est-ce que des fois tu te dis putain, je devrais pas lui dire maintenant parce que je viens d'arriver avec une idée, etc. Moi, j'ai aucun mal à changer la strat au bout de 3 mois si je trouve qu'elle est nulle et que finalement, ce qu'on avait réfléchi au départ, finalement, ça colle pas pour X ou Y raison. Encore une fois, il peut y avoir plein de raisons qui font que la strat que tu avais définie il y a 3 mois, peut-être qu'elle était bonne, mais il y a eu des changements dans l'entreprise, c'est plus les mêmes projets, c'est plus les mêmes objectifs, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent et finalement, ça change pas mal de choses sur ta SERP, ça change pas mal de choses sur ton métier au global et finalement, tu es obligé d'évoluer. Donc, moi, j'ai aucun mal à faire changer les choses chez mon client parce que je pense qu'il faut aller sur cet aspect-là. Et ça, je pense que c'est ce qu'ils apprécient. Après, tu le disais tout à l'heure, par exemple, le fait d'apprendre des choses. Nous, par exemple, on a appris à organiser et mettre en place des tests utilisateurs pour nos clients. Et on l'a fait sur la thématique des maisons de retraite. Et en fait, on a fait venir 5-6 personnes plutôt âgées à utiliser le site. D'abord aller sur une SERP qu'on avait donnée, à utiliser le site et à nous donner des insights sur pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Et là, tu te prends une claque monumentale parce que la personne, déjà, elle va cliquer sur le point gouv parce que pour elle, c'est hyper sérieux. Donc, elle clique sur le point gouv. Donc, déjà, tu as des typologies de clients qui font des choses assez folles. Ou alors, elle clique sur les ads, mais elle ne comprend pas qu'elle clique sur les ads. Bon, plus classique, mais là, tu le vois de tes yeux. Après, arriver sur le site, tu as la personne qui te dit ah, les photos, elles sont trop fake. Alors que nous, c'est des super photos, hyper quali. Mais pour elle, c'est trop. Tu as l'autre personne qui sait à peine utiliser la souris et clique pas du tout aux endroits qui sont prévus. Et là, en fait, tu te rends compte dans le milieu dans lequel tu es. Et en fait, le problème, c'est pas la balise title, c'est pas la petite sémantique ou le petit lien en plus qui va faire la différence. C'est vraiment est-ce que ton site il est adapté à ta cible, quoi. Et on est ressorti de ce test utilisateur avec 30, 40 points clés à changer qui font beaucoup plus la différence que tes 3 optimisations techniques en SEO qui apporteront pas grand-chose au final au projet, quoi. Donc Ah, hyper important de rester c'est énorme. focus sur la cible aussi. Ouais. Franchement, l'idée, elle est trop folle. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Et ça marche vraiment bien, hein, la preuve, je pense. C'est indéniable. Ouais. C'est franchement les tests utilisateurs, ça montre beaucoup de choses. Je pense même certainement plus que les tests quantitatifs que tu peux faire avec des sondages ou autres. Alors même si ça apporte d'autres réponses qui sont quand même intéressantes, mais nous à chaque fois on a été bluffés parce que ça te montrait. Alors autant ça va te montrer des bugs que tu n'avais jamais vus parce qu'ils vont utiliser des trucs que tu n'avais jamais vus, mais ça te montre aussi des points de faiblesse ou des trucs que tu n'avais pas anticipés. Alors après ça te fera pas forcément mieux ranker, hein, parce qu'ils vont te demander de changer des images ou de changer des boutons ou ce genre de choses. Mais ça te donne quand même une idée du niveau aussi que tu peux avoir en face de toi ou de l'utilisation que les gens peuvent en faire et des attentes qu'ils ont. Donc finalement, peut-être que tu peux même te dire après un test utilisateur, finalement, le SEO, c'est même pas le truc important, tu vois. C'est pas là-dessus qu'il faut aller et mettre ses billes, quoi. Donc c'est assez intéressant et je trouve qu'on devrait toute personne qui a un site web devrait passer par un test utilisateur pour comprendre comment fonctionne son audience, quoi. Et tu trouves que, ouais, en plus, j'imagine que le test utilisateur est encore plus révélateur et encore plus intéressant à voir que juste de l'A/B test ou du session record, quoi. Ouais, parce que t'as aussi enfin, il te parle. Ouais, tu vois parle, leur tête, tu vois les expressions du visage, tu vois que ça tu peux galère, voir exactement. ça Ouais. clique Et 3 puis fois au même endroit qui est à côté du bouton. il te partage des histoires. Donc en fait, tu Ouais. comprends là par exemple, je te donne un exemple. Il y avait une personne, sa mère était alitée, elle s'occupait de sa mère, mais elle s'occupait aussi de sa belle-mère qui était aussi alitée. Donc en fait, elle était en congé, je sais plus comment on appelle ça, mais en congé pour aider les personnes âgées. Et sa vie, elle l'a dédiée à accompagner des personnes qui allaient mourir, quoi. Et là, tu dis, ouais, en fait, le site web, c'est le dernier de ses soucis, tu vois. Pour autant, elle doit placer quelqu'un en maison de retraite, elle doit trouver une maison de retraite, et c'est potentiellement la tienne que tu as envie qu'elle trouve, et dans laquelle elle doit aller. Mais bah,
faut être dans l'empathie la plus totale dans ce moment-là et tu dois, ton site web doit être dans l'empathie la plus totale aussi et proposer des solutions hyper rapides, hyper compréhensibles. Il doit y avoir aucun point de friction parce que le seul point de friction qu'il va y avoir, il va être déterminant et il va faire quitter la personne parce qu'elle est déjà dans un stress et dans une ambiance totale qui fait que ouais, ça fonctionnera pas si tu l'accompagnes pas de A à Z, de la meilleure des manières. Donc ouais, c'est hyper intéressant de faire ce genre de truc. Mais le truc, enfin, pour raccrocher à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tu te formes, tu proposes des choses, tu accompagnes le client et en fait, quand tu lui proposes ça et que tu lui amènes ça sur un plateau, bah, il kiffe quoi, il kiffe de ouf et en fait, chaque année, on propose des nouveaux projets parce qu'on est rechallengé chaque année sur les projets qu'on propose et on doit apporter des trucs en plus. Et puis en fait, nos clients, ils évoluent, ils ont des meilleurs résultats, ils veulent passer des caps. Moi, j'ai un client, je l'accompagne depuis 2012. Il faisait 400 000 euros de chiffre d'affaires et il en fait 6 ou 7 millions aujourd'hui. Bah, évidemment, c'est pas la même stratégie que j'ai aujourd'hui avec lui que ce que j'avais avant. J'ai commencé par des liens annuaires lambda à l'époque. Et aujourd'hui, on a 10 sites web à gérer, quoi. Et c'est pas du tout la même histoire, quoi. Donc, hyper intéressant, mais c'est aussi parce qu'on se forme qu'on peut proposer ça, je pense, quoi. Ouais, cette croissance perpétuelle, quoi. C'est super intéressant parce que du coup, vous êtes vraiment plus que des SEO, vous êtes là pour accompagner la croissance digitale, qu'elle se fasse en SEO, qu'elle se fasse en UI, qu'elle se fasse en data, etc. Et en fait, Complètement. votre but, c'est de vous dire, le gars, il est là, il va croître. Mon but, c'est de toujours être là pour le soutenir, quoi. Faut pas que j'ai plus de billes à lui donner, entre guillemets, Mmh. quoi. Et encore plus en 2024 et encore plus en 2025. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le SEO, quand on le faisait il y a 10 ans, c'était de la technique, du contenu, de la popularité. Aujourd'hui, personne peut nier que c'est de l'IA, c'est de l'automatisation, c'est un parcours utilisateur, c'est comment on utilise un site web, comment les datas du site web sont perçues par Google. Et finalement, le trafic indirect, bah, ça veut dire qu'il faut travailler tes emailing, tes réseaux sociaux, ta marque aujourd'hui, ton branding, il est indispensable si tu veux réussir. Donc en fait, tout ça, si tu le travailles pas avec le client, tu auras des résultats de merde. Et donc, tu es obligé d'aller sur tous ces sujets, ou en tout cas leur faire prendre conscience que c'est important. Peut-être qu'ils le travailleront avec d'autres agences ou en interne, mais s'ils le comprennent pas, tu auras des résultats qui seront moyens et ils seront déçus. Putain, Victor, on faisait du SEO et maintenant on fait du marketing, quoi. On s'est fait manger par notre grand ensemble, quoi. J'ai de la chance d'avoir Laura à mes côtés pour apprendre le marketing au quotidien aussi. Pour te storytell des belles histoires en market, quoi. C'est ça exactement. C'est mon focus de la semaine d'ailleurs, m'améliorer en storytelling. J'irai voir directement les tips de Laura quelque part sur Abondance. Écoute, on va finir ça tranquillement sur une petite partie un peu plus les conseils de Victor, quoi. Demain, quelqu'un qui a fait 2 ans d'agence en tant que consultant, par exemple, dans une petite agence et qui veut se lancer en indépendant, qu'est-ce que tu lui conseillerais step by step, grosso modo, pour voilà, se faire un premier portefeuille client, grossir un peu et potentiellement déléguer, s'entourer, s'équiper, faire une structure qui soit une vraie structure, tu vois. Pas juste faire ses 50 000 ou 70 000 en AE, mais faire une vraie entreprise qui soit un truc sympa comme vous avez réussi à faire avec Cozy. Yes. Alors plusieurs points, le premier c'est de faire un business plan, un vrai et pas un faux. Parce que, il faut le faire sur 3 ans, parce que mettre des chiffres, en face d'un plan d'action potentiel, ça motive à atteindre ces chiffres-là, et ça structure un peu tout ce que tu vas oublier. Oui, il y a des charges, oui, il y a des coûts d'avocat, il y a des coûts de comptabilité, il y a des coûts de téléphone, il y a des coûts d'assurance, de mutuelle, etc. Et finalement, si tu les as pas anticipés, tu te retrouves à un moment à regarder tes chiffres et dire oh putain merde, j'avais zappé ça et finalement je suis pas du tout dans les clous. Donc je trouve que c'est hyper important de faire un business plan, ça permet de se projeter aussi un peu loin. Du coup, se faire accompagner par des professionnels de la comptabilité, du juridique, des entrepreneurs. Nous, on a aussi pas mal d'entrepreneurs autour de nous qui viennent nous challenger de temps en temps. Par exemple, sur Alfie, on a 2 entrepreneurs qu'on voit tous les 6 mois et qui challenge un peu ce qu'on fait. Et ça, c'est pareil, c'est game changer de ouf. Ça nous motive et puis ça nous redonne un élan et ça nous donne plein de tips, de trucs qu'on pourrait activer au bon moment. Donc s'entourer de personnes compétentes à la fois en entrepreneuriat mais aussi sur des sujets techniques, pour moi c'est le nerf de la guerre. Et puis après, je pense que si tu débutes, c'est bien de se verticaliser dans une offre spécifique.
Tu vois, je prends un exemple, c'est Sylvain Delaporte. Il est très focus netlinking et il a Trop fort. poncé cette verticale-là. Et en fait, il vend de ouf à tout le monde parce que il a brandé son offre là-dessus, quoi. Et je trouve ça hyper intéressant. Mais j'en ai d'autres dans ce même style. Par exemple, l'agence WebPerf, j'ai oublié son prénom, mais c'est pareil. Full WebPerf, on vend de la WebPerf à des gens. Bah en fait, ok. Et du coup, tu te fais recommander parce que tu es bon en WebPerf. Euh, et ça, je pense que c'est. Bah, Laura, tu vois, elle était connue dans l'UX et le marketing dans le SEO, quoi. Et je pense que, bah, en fait, nous, on a eu plein de clients dans ces thématiques-là. Donc, je pense que c'est important de trouver un petit peu sa niche et d'aller à fond dans sa niche. Et du coup, bah, tu vois, faire des conférences dans ta niche et créer des contenus dans ta niche, etc. Après, je pense que c'est important d'aller poncer tes réseaux locaux. Nous, on a été bénévole au Web Today, qui est un gros événement à Nantes. Bah, finalement, ça te fait rencontrer deux, trois personnes. Et de fil en aiguille, tu vois, des fois, il y a des choses qui n'arrivent pas tout de suite. Mais si on a pu faire un prêt d'honneur avec Réseau Initiative à Nantes 7 ans plus tard, c'était pas anodin. C'est parce qu'à un moment donné, il y a 7 ans, on avait un peu poncé les réseaux nantais. Et quand on a dû reprendre contact avec deux, trois personnes, bah, ils étaient là, ils nous connaissaient, ils mettaient un nom sur, enfin un visage sur un nom plutôt. Et donc, c'est important de se créer ce réseau en local parce que derrière, tu pourras activer pas mal de choses, tu pourras rencontrer des entrepreneurs sur place, tu pourras discuter avec des gens. Je pense que la clé, elle est là, c'est vraiment ne pas être seul, tu vois, dans son petit coin, c'est s'ouvrir, c'est parler, c'est discuter parce que chaque discussion que tu vas avoir, elle va t'apporter quelque chose. Donc, pour moi, c'est le nerf de la guerre. Donc ouais, je pense que c'est quatre, je sais pas combien j'ai cité de points, mais je pense que c'est 4 points, c'est-à-dire BP, business plan, s'entourer des bonnes personnes et avoir des bons partenaires, se faire un réseau en local et trouver sa niche pour l'exploiter à fond au début en tout cas. Après, tu pourras élargir, mais je pense que c'est les 4 grands conseils que je donnerais au départ. Après, le choix du statut juridique et tout, on s'en fout. Il y a un comptable qui va te dire quoi faire. Et ça, c'est pas grave, le juridique, tes papiers et tout, il y aura des gens qui vont faire ça mieux que toi, donc te prends pas la tête là-dessus. Par contre, toi, ton offre, faut qu'elle soit béton et faut que tu ponces ce truc-là, quoi. Ah ouais, écoute, merci beaucoup, c'est assez clair et c'est bien résumé. Je pense que c'est des très bons conseils en effet. Je suis un très gros fan de Sylvain aussi pour sa spécialisation netlinking. Il faut absolument que je le passe en interview YouTube d'ailleurs. Il y a plusieurs fois on s'est dit qu'il fallait qu'on le fasse et qu'on a repoussé plusieurs fois. Mais ça arrivera un jour. Impatient de le faire. En tout cas, c'était une super discussion avec toi, Victor, aujourd'hui. Ça m'a fait bien kiffer. Et écoute, je te laisse un dernier mot de la fin, histoire de clore cette petite interview YouTube. Bah écoute, non, ravi d'avoir pu échanger avec toi également. Et puis j'espère que tu auras d'autres interviews très riches. On avait fait, nous, le tour de France des agences SEO. Force à putain. En market, vous êtes des monstres, hein, Et, franchement, et c'est chaque génial. rencontre, ouais, chaque rencontre qu'on a fait, hyper intéressante. Donc je pense que tu auras les mêmes retours à chaque fois quand tu vas discuter avec des dirigeants d'agences. Et en fait, chacun est unique. Et c'est ça qui est assez fort, c'est que tout le monde a sa petite spécialité ou le petit truc en plus, ou sa manière de penser, ou sa manière de construire son histoire. Et je trouve ça assez beau et assez cool. Et en tout cas, nous, toutes les rencontres qu'on a faites, c'était assez magique et on en garde un super souvenir, quoi. Donc, on profite. Et ça va être une belle série, je pense. Eh ben, écoute, top. Ouais, je fais l'équivalent du Tour de France des agences que vous avez fait C'est en ça. physique, mais en ligne. Bah Ça me écoute, va. merci beaucoup. C'était vraiment top de passer une heure avec toi aujourd'hui. Yes. Et puis, merci beaucoup pour ce que vous faites au SEO hein, globalement, parce qu'en fait, vous êtes quand même un net positif pour la communauté. Et ça fait vraiment plaisir. La reprise d'Abondance a été une très belle reprise. Vous partagez beaucoup en conférence et ailleurs. Et voilà. Encore un grand merci pour ça. Ça fait toujours plaisir d'avoir des personnes positives pour la communauté. Merci à toi, en tout cas.